Le jour où mon père m'a renié devant sa nouvelle famille, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Il m'a regardé comme si je n'avais jamais compté, comme si les années que j'avais consacrées à bâtir son empire n'étaient qu'un détail effaçable. Sa femme souriait, son beau-fils me dévisageait, et j'ai compris que j'étais devenue l'intruse dans ma propre histoire. Mais derrière la douleur, une lucidité glaciale s'est allumée. Leur trahison n'était pas un accident. Ils préparaient mon effacement. Ils me croyaient faible, naïve, mais ils allaient bientôt découvrir que je savais disparaître pour mieux frapper. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je me retrouverais face à mon propre père, ressentant dans ses yeux une distance que je n'aurais jamais cru réelle. Depuis l'enfance, il m'avait appris que notre famille reposait sur un pilier simple, la loyauté. Une loyauté qui, selon lui, valait plus que l'or, plus que les immeubles qu'il possédait, plus que le béton qui cimentait nos chantiers. Pourtant, ce jour-là, quand il ignora ma présence devant sa nouvelle femme et son beau-fils, j'ai compris que cette loyauté n'était qu'une fable qu'il n'appliquait qu'à ceux qu'il choisissait de privilégier. J'ai ressenti une fracture, un premier tremblement dans l'illusion que j'avais tenue pour sacrée. En les regardant, tous les trois, si unis dans une façade parfaite, je n'ai pas seulement vu une famille recomposée, j'ai vu une mise en scène où je n'avais plus de rôle. Sa femme me dévisageait comme un intrus, son beau-fils me parlait comme à une employée remplaçable et je me suis soudain sentie reléguée au second plan d'une vie que j'avais pourtant contribué à construire. Mon père ne bronchait jamais quand il me parlait de manière condescendante. Il se contentait de sourire, comme si mon effacement progressif était naturel, comme si j'avais toujours été destinée à disparaître silencieusement. Pourtant, ce n'était pas ainsi que tout avait commencé. Je me souvenais encore de mes 16 ans, quand je parcourais ces chantiers, casque trop grand sur la tête, chaussures de sécurité trop lourdes, mais une fierté immense dans la poitrine. Il m'avait dit que ce n'était pas un travail, mais une formation à la vie, un apprentissage de la responsabilité, de la sueur et de la valeur du terrain. J'avais pris chaque mot comme une bénédiction, comme la preuve qu'il me façonnait pour devenir une héritière solide, une femme de pouvoir et de respect. Mais quand sa nouvelle femme fit irruption dans notre monde, tout changea subtilement. Elle transformait les règles sans jamais les annoncer. Ce qui était un encouragement devenait une critique. Ce qui était un rôle devenait un privilège retiré. Peu à peu, mon père cédait sans s'en rendre compte. Il riait de moins en moins avec moi, m'écoutait moins, me consultait rarement. Je ne m'en étais pas aperçue immédiatement, car je croyais que l'amour se prouvait dans la patience et la persévérance, mais j'allais apprendre que la persévérance ne devait jamais signifier s'effacer. Ce fut ce jour-là, dans cet office rempli de portraits qu'ils avaient accrochés à ma place, que je compris que je n'étais plus une fille, mais une gêne silencieuse qu'ils toléraient. Pourtant, je ne me suis pas écroulée. J'ai pris une longue inspiration, absorbé chaque humiliation, puis j'ai senti quelque chose changer en moi, un éveil. Je ne savais pas encore où cela me mènerait, mais je sentais que ma loyauté ne serait plus jamais gratuite. Une vérité commençait à naître. Endurer n'est pas aimer, et aimer ne signifie pas tolérer l'effacement. Les premiers signes de la trahison ne furent pas des cris ni des affrontements ouverts. Non, ils se glissèrent dans mon quotidien comme des ombres. Un document introuvable ici, une réunion à laquelle on avait oublié de m'inviter là, des décisions prises en mon absence, comme si mon rôle n'était plus que symbolique. J'avais l'impression que mon nom disparaissait doucement des espaces où il avait été essentiel. Au début, j'ai voulu croire que ce n'était qu'un malentendu, une erreur administrative ou un oubli involontaire. Mais les répétitions, elles, ne mentent jamais. Un jour, l'illusion se brisa complètement lorsqu'un courriel anodin, mal redirigé, atterrit dans ma boîte. Il parlait de moi comme d'un obstacle temporaire. Il discutait de stratégies pour me sortir du tableau après une fusion à venir. Ils évoquèrent la possibilité de m'écarter définitivement en réduisant mes droits de vote, me condamnant ainsi à l'insignifiance dans l'entreprise que j'avais contribué à bâtir autant par mon travail que par mes sacrifices. Ce mot résonna douloureusement, insignifiante, une brûlure froide, lente, mais profonde. Je me souviens m'être assise en silence, le courriel encore ouvert, observant chaque phrase comme un scalpel qui incise le mythe de la famille. Je réalisais que leur plan n'était pas improvisé.
Ils avaient commencé depuis longtemps à effacer mon influence, à me déstabiliser. Cette prise de conscience ne m'a pas fait pleurer. Elle n'a pas déclenché une colère explosive. Elle m'a simplement vidée de toute naïveté. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Je devais arrêter d'être la fille qui attend et devenir la femme qui agit. Je n'ai parlé à personne de ce que j'avais découvert. J'ai gardé le silence, laissant croire que je demeurais dans l'ignorance. Je me suis enfermée dans une sorte de calme presque surnaturel, comme si quelque chose en moi s'était cristallisé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus précis, de plus tranchant, la lucidité. Ce n'était plus leurs gestes qui m'atteignaient, mais la constatation brutale que j'avais laissé leurs opinions décider de ma valeur pendant bien trop longtemps. Je ne pouvais plus leur accorder ce pouvoir. Le mot insignifiante continua de résonner dans mon esprit, mais quelque chose en moi se révolta silencieusement. Je me suis juré que ce mot ne serait pas l'épilogue de mon histoire, mais le déclencheur de ma renaissance. Je me suis levée ce jour-là avec une idée claire. Si je devais être invisible pour eux, alors je deviendrais un fantôme qui observe, qui calcule, qui avance sans bruit, mais un fantôme qui finit par tout renverser quand il se manifeste. C'était le début de mon véritable réveil. Pendant 3 mois, j'ai disparu. Pas physiquement, mais stratégiquement. J'ai cessé de fréquenter les lieux qu'ils connaissaient, les bureaux où ils s'attendaient à me voir, les cafés où j'avais mes habitudes. Je me suis transformée en brume, insaisissable, imprévisible. Je menais des réunions discrètes dans des dîners à l'écart, des garages souterrains, des entrepôts où personne ne penserait chercher une héritière de l'immobilier. Chaque rendez-vous était une pièce ajoutée à un puzzle que seul moi et mon avocat pouvions voir dans sa totalité. Mon audit personnel commença. Je me lançais dans une exploration méthodique de chaque part que je possédais, chaque compte que mon père avait ouvert à mon nom quand j'étais mineure, chaque partenariat que j'avais construit au fil des années. Leur plus grande erreur n'avait jamais été leur trahison. C'était de m'avoir sous-estimée. Ils avaient cru que je ne comprenais pas les mécanismes juridiques, financiers, administratifs. Ils avaient ignoré que j'avais appris en silence chaque jour dans leur ombre. Ma première étape fut de geler les comptes qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'examiner, convaincus qu'ils n'étaient qu'un héritage passif. Ensuite, je me suis intéressée aux dettes accumulées par mon beau-frère, dissimulées derrière des dépenses immatures et des investissements douteux. À travers des sociétés écrans, j'ai racheté ces dettes une à une, jusqu'à ce que son avenir financier ne tienne plus qu'à moi. Puis arriva la pièce maîtresse, la découverte que certains de leurs accords internes reposaient sur mes signatures indirectes via des partenaires silencieux. En d'autres termes, j'étais déjà plus puissante qu'eux ne l'imaginaient. Je m'en souviens encore, le jour où j'ai réuni l'ensemble des pièces, une sensation étrange m'a envahie. Non pas un triomphe, mais une forme de sérénité glacée. J'avais passé des années à prouver ma loyauté, à m'efforcer d'être digne d'un père qui ne voyait plus ma valeur. Aujourd'hui, je détenais entre mes mains la preuve que je n'avais plus rien à lui prouver. Je n'avais pas besoin de confrontation dramatique, pas besoin de cris ni de scènes. La vérité allait parler d'elle-même. Lorsque la réunion du conseil approcha, je me préparais avec une précision chirurgicale. Il était temps pour eux de découvrir que le fantôme qu'ils avaient ignoré était devenu le maître de leur chaîne. Je n'allais pas réclamer justice, j'allais exercer mon droit, je n'allais pas exiger leur respect, j'allais le rendre incontournable. Je n'allais pas demander ma place, j'allais la reprendre avec la force tranquille de ceux qui savent qu'ils n'ont rien à prouver, mais tout à accomplir et le monde allait en être témoin. Le jour de la confrontation, j'entrais dans la salle comme une étrangère revenue réclamer son nom. Ils étaient tous là, mon père, sa femme, son beau-fils, assis à une table qu'ils croyaient contrôler. Ils me regardèrent avec une surprise mal dissimulée, comme si mon apparition était une perturbation dans le scénario qu'ils avaient écrit sans moi. Mais ce n'était pas moi la perturbation, c'était la vérité que j'apportais. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. Ma présence suffisait. Je posai les documents sur la table. Mon père fronça les sourcils, tentant de déchiffrer ce qu'il voyait. Il mit du temps avant de comprendre qu'il lisait ses propres signatures, apposées sur des accords qu'il pensait insignifiants. Sa femme se raidit, son beau-fils pâlit. Ce n'est qu'alors que je lui posai la seule question que j'attendais depuis des mois. Quel est le nom de ma société? Silence. Il ne le savait pas.
et ce silence fut la confession la plus lourde qu'il ait jamais prononcée. Mon avocat prit la parole, expliquant calmement que le Conseil venait d'approuver le transfert total des pouvoirs exécutifs à mon nom. Leur monde s'effondra en quelques phrases. Le beau-fils tenta de s'emparer des documents, mais la réalité était déjà scellée. Les comptes gelés, les dettes rachetées, les accords signés. Tout pointait vers une seule vérité. Le fantôme qu'ils avaient tenté de chasser était désormais l'unique propriétaire. Mon père me regarda longuement, les yeux lourds d'un mélange de honte, de regret et peut-être, enfin, d'admiration. « C'est toi qui as orchestré tout ça, » murmura-t-il. Je lui répondis simplement que je n'avais fait que reprendre ce qui m'appartenait et que son silence avait été la signature la plus importante de toute cette histoire. Ce n'était pas moi qui l'avais trahi. C'était lui qui m'avait abandonnée à la merci d'une famille qui n'était jamais la mienne. Je quittai la salle sans me retourner, mes pas résonnant sur le sol en marbre qu'on m'avait tant de fois interdit de fouler librement. Chaque écho semblait effacer une humiliation passée. En sortant du bâtiment, la ville se dressait devant moi, immense, énergique, conquérante, comme si elle reconnaissait enfin la femme que j'étais devenue. Je n'avais pas gagné contre eux, j'avais gagné contre tout ce qui avait tenté de me réduire. Et ce jour-là, j'ai compris que la vengeance n'était rien comparé à la liberté. La vie nous confronte parfois à des trahisons que nous n'aurions jamais imaginées, surtout lorsqu'elles viennent de ceux qui devraient nous protéger. Mais la douleur n'a de pouvoir que si nous la laissons devenir une prison. Lorsque nous la transformons en lucidité, en stratégie, en force silencieuse, elle devient un moteur capable de redéfinir notre destinée. Aucun rejet familial ne peut définir la valeur que nous avons construite par nous-mêmes. Être sous-estimé n'est pas une malédiction, c'est souvent une opportunité, une occasion de surprendre, de dépasser, de reprendre le contrôle lorsque personne ne vous regarde. Ce que j'ai accompli n'était pas une vengeance, mais une reconquête. Une manière de prouver que le respect n'est pas demandé, il est imposé par la vérité, la détermination et le courage de se relever après avoir été brisé. Si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, souvenez-vous, votre valeur n'a jamais dépendu de l'opinion de ceux qui vous diminuent. Relevez-vous, affirmez-vous, construisez votre avenir avec calme et confiance. Et si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui éclairent, inspirent et transforment.